C'est effectivement un sujet intéressant qui mériterait plus d'une conférence. Il y a quand même énormément de satellites. On va donc parler de ces satellites et de la définition d'un satellite. C'est un corps qui est lié par la gravitation à un autre qui est beaucoup plus gros, en masse. En général, lorsque le deuxième corps ne fait que 10% ou un peu plus de 10%, eh bien on ne le considère pas comme satellite, mais plutôt comme un système double. Les satellites, il en existe toute une ribambelle. Les plus récents, ce sont les satellites artificiels. Bon, un certain nombre d'entre vous se souviennent du premier qui a été lancé en 1957, un jour avant, le Sputnik 1, qui était une grosse boule d'à peu près 80 kg, qui n'avait qu'une seule chose à l'intérieur, c'est un poste émetteur, qui émettait le fameux bip, 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 bip. On pourrait dire à quoi ça sert, tout simplement à montrer qu'effectivement, le satellite tourne autour de la Terre, et ce n'était pas un émetteur qui était sur un endroit fixe de la surface. Par la suite, après, on a envoyé beaucoup de choses. Sputnik 3, avec la chienne Laika, c'était déjà un énorme modèle. Les pamplemousses américains, pamplemousses parce que ces petits satellites avaient la taille d'un pamplemousse, effectivement. Ce n'est pas le sujet. Les satellites artificiels, on pourrait s'y intéresser, mais c'est plus de l'astronautique que de l'astronomie. Restent les satellites naturels. Et là, on en a toute une ribambelle. Il y a des galaxies satellites. La Voie lactée, on possède au moins 3. Peut-être même plus d'ailleurs si on considère les nuages de Magellan comme des galaxies satellites. Il y en a qui ont été littéralement mangés par la Voie lactée, ou qui sont en bordure de cette Voie lactée, qui sont en train d'être mangés par conséquent. On en a découvert ainsi 3. Autour des étoiles, il y a aussi des satellites, mais là, généralement, on donne le nom de planètes. Mais ce sont des satellites. Et puis autour des planètes, eh bien, il y a aussi des satellites. Et c'est cela surtout qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a également des satellites d'autres choses, tournant entre autres choses que des planètes. On les verra plutôt à la fin, puisqu'on en a quelques exemplaires intéressants dans le système solaire. Une chose sur laquelle je reviendrai, cette remarque, ce n'est valable que si la différence de masse est importante. Généralement, on dit au moins de 1 à 10, et la plupart du temps, d'ailleurs, plutôt de 1 à 100 ou plus. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, la plus petite des planètes aussi d'ailleurs, puisque Pluton a été déclassé. Mercure n'a pas de satellite. Pas plus d'ailleurs que Vénus, qui pourtant est d'une taille beaucoup plus imposante, puisque Vénus n'est que très légèrement inférieure à la Terre. Vénus est entourée d'une épaisse couche nuageuse, c'est pour ça qu'on ne voit pas le sol, sauf si on envoie un système radar dessus. Et enfin la Terre. La Terre est magnifique d'ici, autour de l'espace. Vous remarquez sa masse, c'est pratiquement 6 puissance 24 kg. 10 puissance 24, pour tous ceux qui connaissent un peu les mathématiques, c'est 24 zéros. Si vous savez que le milliard, c'est 10 puissance 9, milliard de milliards, 10 puissance 18, là, on a le million de milliards de kilogrammes. C'est pas mal, mais il faut dire aussi que c'est assez. Eh bien, autour de la Terre, il y a la Lune. Et on remarque que la Lune, c'est 10 puissance 22. Autrement dit, la Lune ne fait pas tout à fait, enfin un peu plus exactement, du centième de la Terre. On a loupé de peu le système double, finalement. Ça provient du fait que la densité de la Lune est légèrement inférieure à la Terre. Il y a une chose intéressante pour la Lune, c'est son inclinaison de 5 degrés 14 minutes. Cette inclinaison crée un certain nombre de problèmes, ou plutôt de conséquences intéressantes au point de vue d'observation. Il y a une deuxième chose aussi, c'est sa distance. Sa distance comparativement à sa taille va créer un certain nombre
le système qui va être là très visible. Tous les satellites, pour ça que je ne ferai qu'une seule fois, tous les satellites ont des phases. Si on les observe par rapport à la surface de la planète, eh bien, on va pouvoir voir les différentes phases, car la plupart des satellites se situent tout près du plan équatorial. Si on avait un satellite, mais alors là, ce ne serait plus un satellite naturel, ce serait un satellite artificiel, qui a une inclinaison très forte, eh bien, on n'aurait pas forcément ces phases, car il pourrait pratiquement toujours éclairer, tout au moins en grande partie. Le deuxième phénomène qui affecte les satellites, ce sont les éclipses. Si le satellite n'est pas trop loin de la planète, eh bien, il va pouvoir se déplacer dans son ordre. Ça dépend essentiellement de la taille du satellite et ça dépend essentiellement de la taille de la planète aussi. Plus la planète est grosse et plus le satellite est petit, plus il va y avoir de chances d'être éclipsé. Il se trouve que la Lune est assez loin de la Terre et assez grosse. Il se trouve aussi que le plan par rapport à l'écliptique de 5 degrés et 14, eh bien, va faire passer la Lune tantôt au-dessus, tantôt en dessous de la zone. Et c'est seulement lorsque la Lune est près du plan de l'écliptique qu'elle est éclipsée. Elle peut éclipser totalement ou partiellement, ça dépend si ça passe dans la zone d'ombre ou de pénombre. Lorsqu'elle est éclipsée totalement, seule la lumière rouge, qui est un peu plus déviée que les autres par l'atmosphère terrestre, éclaire la Lune. C'est pour ça que la Lune apparaît en rouge, elle ne disparaît jamais totalement. Elle n'est jamais totalement dans l'obscurité absolue. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ça, c'est l'éclipse de soleil. C'est un cas extrêmement particulier. C'est le seul satellite du système solaire qui est capable d'éclipser le Soleil. L'éclipser juste comme il faut. Parce qu'au loin, l'éclipse est beaucoup plus importante. Mais là, il se trouve que visuellement, la dimension angulaire de la Lune est la même que la dimension angulaire du Soleil. Autrement, quand le tout est parfaitement aligné, toujours le fameux plan de l'écliptique, on appelle ça aussi le cercle des nœuds, eh bien, la Lune va masquer exactement le Soleil. Lorsqu'elle était plus près de la Terre, elle masquait complètement et par conséquent, on ne pouvait pas voir la couronne solaire. On dit que dans 20 millions d'années, elle sera suffisamment éloignée pour ne plus avoir d'éclipse totale, mais simplement des éclipses partielles, annulaires. On est juste à la bonne période, en quelque sorte. Bon, tout le monde a vu des photos d'éclipses. Là, vous pouvez voir que le soleil est en train de sortir un peu, et on voit également, dans l'échancrure des montagnes de la Lune, des petites pointes, on appelle ça des pointes de diamant, qui apparaissent sur le pourtour. La Lune est absolument exceptionnelle au point de vue satellite. On s'est souvent posé la question de la fabrication de la Lune. Compte tenu de la taille de la Lune par rapport à la Terre, qui fait un peu plus d'un centième, eh bien, on n'a pas d'exemple dans le système solaire où un satellite est aussi gros. Il y a plusieurs façons de concevoir la formation d'un satellite. La première chose, le satellite s'est formé quelque part dans le système solaire, et puis il a été capturé par la planète. Ou alors, au moment de la formation de la planète, eh bien, quelques résidus qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été agglomérés à la planète, eh bien, se sont agglomérés autour de cette planète et ont formé le satellite, éventuellement des anneaux d'ailleurs, comme pour Saturne. Si ce satellite est effectivement trop près, eh bien, ou il se disloque, ou il ne se forme pas. Du fait de la différence de gravitation, eh bien, le satellite ne peut pas s'agglomérer. La gravitation des morceaux est trop faible, il va former une couronne, il va former en quelque sorte l'anneau qu'on voit autour de Saturne et qu'on pourrait voir aussi, mais ils sont très diffus autour des autres planètes géantes, puisqu'on en a découvert autour de Jupiter, autour de Neptune, autour d'Uranus. Lorsque le satellite a été capturé, il est possible que ce satellite soit rétrograde, c'est-à-dire qu'il tourne en sens inverse de la rotation de la planète.
il est possible aussi qu'il tourne dans le bon sens. C'est même plus courant. Mais lorsqu'on voit un satellite qui tourne en sens inverse de la rotation de la planète, on sait forcément que c'est un corps qui a été capturé. Il n'a pas pu se former avec la planète. Malheureusement, ces systèmes-là, qui ont tous été étudiés pour la Lune, ne convenaient pas. C'est-à-dire que la formation de la Lune ne pouvait pas être avec la Terre, formation en même temps que la Terre, et ne pouvait pas être non plus capturée. Alors on a conçu un scénario qui peut paraître assez tiré par les cheveux et qui malgré tout présente un caractère quand même assez exceptionnel. On pense qu'au moment de la formation de la Terre, puisque la formation de la Terre en gros c'est à peu près 4 milliards et demi d'années, une planète à peu près de la taille de Mars est venue caramboler la Terre. Comme le choc était très violent, eh bien ça a arraché beaucoup de matière. Et cette matière a formé un anneau. Et avec, non pas l'expérience, mais avec une théorie qui a été traitée par des équations sur ordinateur, eh bien on a pensé que la Lune s'est formée à partir de ce noyau, plus exactement de cet anneau. Et assez rapidement, on pensait que ça durait plusieurs millions d'années, et là finalement, d'après ce qu'on a dit récemment, je pense que ça s'est formé, c'est extrêmement rapide. Au point de vue géologique, c'est même vraiment stupéfiant comme rapide. Alors pourquoi pense-t-on à ceci, à cette manière de faire? Eh bien tout simplement parce que la Lune présente un certain nombre de caractéristiques, disons, chimiques, qui correspondent à la Terre, mais pas totalement. Donc c'est un morceau de la Terre. En plus, ça ne correspond pas à la caractéristique chimique de la totalité de la Terre, mais simplement du manteau externe. Donc c'est un morceau du manteau. Si c'est un morceau du manteau, c'est qu'il a été arraché, parce qu'autrement, s'il avait été formé avec les mêmes matériaux que la Terre, on aurait la même proportion, y compris la proportion assez importante de fer qui a formé la partie inférieure de la Terre. Alors c'est une théorie. Disons que c'est la seule qui donne à peu près satisfaction à l'heure actuelle. Vous avez ici les deux astronautes qui travaillent au Colorado, William Ward et Robin Kennedy. Ce sont eux qui ont détaillé cette théorie. Bon, on en a parlé lorsqu'on a étudié la Lune en détail. Nous n'y reviendrons pas. J'en ai profité simplement pour vous montrer les plusieurs systèmes possibles de formation des satellites. La Lune, c'est un système exceptionnel. Mars. Mars, c'est beaucoup plus petit que la Terre, pratiquement la moitié. La masse, c'est le 10e. Mars a 2 satellites. 2 satellites qui ont été découverts récemment. Quand je dis récemment, ça fait quand même 150 ans. Mais par rapport à d'autres, c'est récent. Le plus gros, c'est Phobos. Vous voyez, c'est un caillou finalement. Un caillou qui au maximum fait 27 km dans sa plus grande dimension. C'est déjà respectable. Ce caillou, vous pouvez le constater, a reçu des chocs. Et des cratères. Et puis aussi, c'est assez curieux, ces espèces de rayures, comme s'il avait été éjecté par la bouche d'un canon. Bon, ça ne signifie pas qu'il y a un canon gigantesque qui balance des astéroïdes à droite à gauche. Il y a une deuxième chose intéressante, regardez le demi-grand axe, c'est-à-dire la distance qui sépare au centre 9377 km. Il vole vraiment près de la surface de Mars. Il est relativement bas, d'ailleurs ça se voit puisqu'il tourne en 1/3 de jour. Autrement dit, il va passer 3 fois par jour. C'est assez rare de voir un satellite si bas par rapport à la surface de la planète. Par contre, l'inclinaison à 1 degré, et il ne quitte pratiquement pas l'équateur de Mars. Il est toujours bien aligné là-dessus. Le deuxième, c'est Deimos, qui est plus petit. Beaucoup plus haut, 25 000 km. Mais lui aussi, il tourne assez vite, un jour entier. Encore plus aligné sur l'équateur de Mars. Jupiter, la planète géante, plus de 144 000 km de diamètre, 142 000 au pôle,
car elle est aplatie de façon assez sensible, du fait de sa rotation rapide, parce que malgré sa très grande dimension, elle tourne très vite en moins de 10 heures. Ça provoque des vents, des tempêtes que l'on voit là-dessus, qui atteignent des vitesses de l'ordre de 3000 km/h. C'est vraiment très rapide. Ici, cette photo a été prise alors que la tache rouge est encore assez importante. Ces dernières dizaines d'années, elle a considérablement diminué. On ne l'a pas signalée avant le siècle de Louis XIV. Est-ce qu'elle existait avant? Galilée ne l'a pas signalée. Mais enfin, il n'avait pas une très bonne lunette. On connaissait 67 satellites. C'est le record. 67 satellites, 50 sont nommés. Il y en a beaucoup d'autres, sans doute à moins d'1 kilomètre de diamètre, mais là, pour les voir, c'est autrement plus difficile. Les plus célèbres sont les satellites dits galiléens, qui ont été découverts en 1610, en janvier 1610 par Galilée. Ils ont été nommés lune galiléenne, avant ils avaient été nommés lune médicienne, puisque Médicis était le parrain de Galilée, en quelque sorte, le mécène de Galilée. Bon, ça n'a pas marché, aucune importance d'ailleurs, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces satellites sont suffisamment brillants pour être visibles à l'œil nu, leur magnitude est suffisante, mais on ne peut pas les voir parce que Jupiter est extrêmement lumineux. Et par conséquent, il aurait fallu inventer un système de cache, c'est-à-dire masquer le Jupiter pour pouvoir voir ces satellites. Il est possible qu'une observation antérieure ait été réalisée par l'astronome chinois. Bon. Le chinois n'étant pas très facile à décrypter, c'est une supposition. Le dernier satellite dont on parlera, c'est Amalthée, qui a été découvert par Barnard en septembre 1891. Il est cité parce qu'il est quand même d'une taille suffisamment respectable pour être cité. Ces 4 satellites se voient avec une simple paire de jumelles. Ce sont des points qui sont situés dans l'axe de Jupiter, dans l'équateur de Jupiter en quelque sorte, et ils bougent suffisamment vite pour, au cours d'une nuit, être suffisamment visibles par leur déplacement, détectables par leur déplacement. Le plus gros de ces satellites, le plus gros satellite du système solaire, c'est Ganymède. Ganymède fait 5262 km de diamètre. Pratiquement la taille de Mars. C'est un satellite énorme. Il tourne autour de Jupiter en 7 jours. Et il est à plus d'1 million de kilomètres de Jupiter. On ne peut pas, avec la taille et surtout la gravité de Jupiter, avoir un satellite très grand. Il serait littéralement déchiqueté, d'ailleurs, il n'aurait pas pu résister longtemps. Le deuxième par la taille, c'est Callisto. Un peu plus gros que Mercure. Callisto est constellé de petits points, ce qui laisse supposer que sous la couche noire, il y a de la glace. Callisto est le plus loin de ces satellites. Il est pratiquement à 1 900 000 km. Le troisième dans l'ordre, c'est Io, dans l'ordre de taille. Io est également le plus près. Il est un tout petit peu plus lointain que la Lune par rapport à la Terre. La Lune, c'est en moyenne 400 000 km. Là, c'est 421 000 km. Du fait de cette proximité avec la surface de Jupiter, qui est une attraction formidable, eh bien, Io est volcanique. Non pas de la lave, mais des jets de soufre en fusion. C'est quand même assez chaud. Ça a été la très grande surprise des satellites voyageurs qui ont filmé, photographié plus exactement, plusieurs éruptions. On ne s'attendait pas du tout à ça. On croyait que seule la Terre avait cette particularité d'avoir du volcanisme. Or, Io est également volcanique. Et enfin,
enfin, le plus petit des satellites galiléens, c'est Europe. Vous pouvez constater qu'il fait très froid sur Europe. 100 degrés Kelvin, c'est moins 173 degrés Celsius. L'azote liquide est vraiment bien liquide à cette température. Vous remarquez aussi qu'il y a encore plus de petites constellations blanches que Callisto. Et encore ici, la photo qui est assez ancienne n'est pas très bonne parce qu'elle fait apparaître beaucoup plus de parties blanches. On pense, à juste titre, d'après la réflexion et d'après certaines analyses, qu'Europe est couverte d'un océan gelé, c'est-à-dire d'une banquise, et d'un océan suffisamment épais pour que l'intérieur de cette banquise soit liquide. Ce qui amène un certain nombre d'astronomes et d'astrophysiciens à penser qu'à l'intérieur, il pourrait y avoir de la vie. Il faut quand même percer la surface de la banquise qui dépasse 10 km. Ça ne va pas être facile d'aller voir ce qui se passe en dessous. De toute façon, ça n'est certainement, si c'est le cas, qu'une vie primitive. Du fait de l'attraction de Jupiter, du fait également de la taille de ce satellite, il est fort possible qu'effectivement la température, avec la pression qui s'exerce dessus, amène l'existence d'eau liquide en dessous de la couche de glace. Après l'échec de la détection de vie sur Mars, c'est le seul espoir que nous avons d'avoir de la vie dans le système solaire, en dehors évidemment de la Terre. C'est pour ça qu'Europe est intéressante et c'est pour ça qu'il y a quelquefois des projets de mission à ce sujet. Et enfin, je terminerai avec Amalthée, qui est quand même de taille respectable, puisque sa plus grande dimension fait 210 km. Amalthée est encore plus près des autres disons, de la partie centrale de Jupiter, puisque ce n'est qu'à 181 000 km. Vous remarquez qu'Amalthée n'est pas sphérique, trop petit pour que la gravitation permette à la sphère de se faire. En fin de compte, il faut que la gravitation soit suffisante pour arrondir, pour rendre sphérique l'amas de matière. Ça dépend de la gravitation, ça dépend de la masse de l'objet, ça dépend aussi de la densité, de la résistance des matériaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sphères. On estimait pendant un certain temps qu'un satellite ou une planète, une petite planète, ne pouvait être sphérique que si elle avait au moins 1000 km de diamètre. Alors on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas. Si Cérès, qui fait presque 1000 km, une planète naine maintenant, un astéroïde il y a encore quelques temps, a été assimilé à une sphère, Vesta aussi, avec 420 km, a été en gros assimilé à une sphère. Finalement, la marge de manœuvre varie d'une façon assez importante en fonction de la nature des matériaux qui composent le satellite. Vous remarquez que Callisto n'est pas représenté, car Callisto est beaucoup trop long. Il aurait fallu faire quelque chose de plus. De plus, Callisto ne répond pas exactement aux proportions. Vous voyez, si on regarde les diamètres, 1 de rapport, 2 de rapport, 4 de rapport pour Ganymède, on retrouve un peu la loi de Bode qui a, paraît-il, contribué à la connaissance des trajectoires des différentes planètes du système solaire. Saturne. Là aussi, c'est une image assez ancienne, mais c'est celle qui se rapproche un peu le plus de ce qu'on peut voir. À cette différence près que les anneaux n'apparaissent pas tout à fait comme cela. Là, ils ont été surexposés pour être rendus un peu plus visibles. Et surtout pour rendre visibles les séparations. La séparation principale, c'est le Cassini que nous avons. Ici, fait 5000 km. Saturne fait 120 000 km de diamètre. Et Saturne est la seule planète qui soit plus légère que nous. Si on trouvait une baignoire avec une quantité d'eau suffisante, eh bien Saturne flotterait. Toutes les autres pourraient, mais pas Saturne. C'est un cas assez particulier. 200 satellites ont observé, dont 62 dont l'orbite est confirmée. Vous voyez que c'est un peu inférieur à Jupiter qui en avait 67. 151 mineurs, il y en a beaucoup plus que pour Jupiter, ça tient compte effectivement de tous les
matériaux qui se détachent ou qui se recollent aux anneaux. Dans les anneaux, il y a les satellites chien-berger qui permettent de tasser un peu les anneaux. Titan a été découvert rapidement, 1655, mais ensuite les fils de Réa et Jaffet, dans les années 71-72, donc le temps après, Minas Encelade 789, et le dernier que j'ai cité, c'est Hyperion. Il est très intéressant comme satellite, il est très différent des autres par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Titan. Pendant longtemps, on pensait que Titan était le plus gros. Et puis lorsqu'on a pu, avec les sondes voyageurs, mesurer avec plus de précision les tailles, on s'est aperçu qu'il était légèrement plus petit que Ganymède. Ce qui n'empêche pas quand même que c'est le deuxième à dépasser les 5000 km. Titan, c'est un des rares astres du système solaire qui a reçu la visite d'un satellite, artificiel cette fois-ci. En effet, si on fait le décompte, la Lune a été visitée assez rapidement par l'Unicain en particulier, qui était ni plus ni moins qu'un boulet de canon, expédié dès les années 58, ensuite par d'autres satellites, et puis pour finalement, en 69, avec le débarquement d'hommes, c'est la banlieue de la Terre. Sur Vénus, 2 sondes soviétiques ont pu atterrir, ont pu prendre des photos avant d'être détruites, parce que c'est pas agréable la surface de Vénus, très corrosif, très chaud. Sur Mars, on en a expédié toute une ribambelle, avec un taux d'échec assez important d'ailleurs. Et puis, eh bien, il y a Titan. Sur Titan, il y a quelques années, il y a déjà peut-être une vingtaine d'années, on a fait atterrir la sonde Vias. C'est remarquable, on pouvait suivre pratiquement pas en direct, parce qu'il y avait un retard assez important, mais les images de cette sonde, les photos que prenait la sonde au fur et à mesure qu'elle arrivait. J'avais branché 2 ordinateurs qui donnaient tout ceci. C'était vraiment très spectaculaire. Et ce qui était très spectaculaire, c'est qu'on aurait dit qu'on abordait une plage avec un océan. Le méthane, évidemment, c'est pas très réjouissant. Alors la sonde Huygens que vous avez ici, je l'ai pris quand même, c'est une image qui a été rajoutée, comme vous pouvez le voir, sur une photo réelle. Parce qu'il n'y avait personne pour photographier la sonde lorsqu'elle a atterri. À côté, vous avez la dernière image qu'a envoyée la sonde, juste au moment où elle touchait sol. Alors on a conservé, enfin j'ai conservé toute la descente qui dure plusieurs dizaines de minutes, et c'est vraiment très très spectaculaire. Avec les satellites galiléens, on avait une cohorte de 4 gros satellites. Autour de Saturne, ce n'est pas tout à fait le cas. Le satellite principal, plus gros, c'est Titan, et après on tombe très rapidement dans les petits. Quand je dis petit, ça fait quand même, là vous voyez, 1500 km pour Rhéa. Il faut remarquer que Rhéa ressemble un peu à Mercure, en plus petit. Autre satellite, un tout petit peu plus petit que Rhéa, 1450 km, Japet. Japet présente une structure assez bizarre, une face bien blanche, et puis d'un autre côté, une grosse tache noirâtre. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et vous pouvez constater aussi qu'il y a une sorte de mer en bas, qui visiblement est due à la chute d'un météorite de belle taille. La taille de Japet montre qu'il est suffisamment costaud pour résister au choc. Dionée, encore un peu plus petit. Dionée a ce site particulier, c'est ces espèces de rayures blanches. Est-ce de la glace qui est ressortie ici ou autre chose? Ça, on ne saurait dire. Qu'est-ce qu'il vient de voir avec un clignotant rouge? Vous avez donc ici avec le Dionée un satellite qui approche de la limite de la sphéricité. Tétis, un tout petit peu plus petit,
1000 km cette fois-ci. Même topo. Hein. Vous pouvez constater pour tous ces satellites qui n'ont pas d'atmosphère, Titan a eu, la particularité assez visible de météorites qui ont tapé sur cette surface et qui ont laissé des traces. On l'a vu même pour Phobos et Deimos, enfin surtout Phobos, Deimos était un peu moins visible, ce qui montre que la fabrication de ces satellites est très ancienne, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que il y a eu vraiment une atmosphère agitée au début de la formation du système solaire. Encelade, même topo, hein. Vous constatez ces rayures bleues. On pense que c'est dû à des parties qui sont gelées de la glace ou malgré sa petite dimension, c'est-à-dire 500 km, Encelade est quand même sphérique. Cela est dû au fait que la densité d'Encelade est assez faible et que par conséquent la sphéricité est plus basse que pour un satellite rocheux. Mimas. Beaucoup plus de 400 km. Et pourtant, là aussi sphérique. Et pourtant, là aussi rocheux, mais certainement une roche assez légère. Et également, un énorme pet qui, lui, est vraiment très très important par rapport à la taille de ce satellite. Et enfin, le dernier, Hyperion. Hyperion est trop petit pour être sphérique. Là, on est nettement en dessous. Par contre, il ressemble à une énorme éponge, ou encore à un nid d'abeille, ou de guêpe, hein, avec des tubes. C'est très particulier, on ne sait pas du tout comment ça a pu se former. Hein. Il y a tout un tas de mystères avec ces satellites. Hein. La date de formation, la façon dont ils ont été capturés, leur composition, on en connaît un certain nombre, grâce à leur densité et puis à leur masse, volume, etc. Mais, à part ça, Uranus. Uranus a des anneaux extrêmement légers, qui ne sont absolument pas visibles avec des appareils d'amateurs ou même des appareils de professionnels. Ils ont été découverts la plupart du temps grâce à des éclipses d'étoiles. Les étoiles passant derrière les anneaux disparaissent, réapparaissent, disparaissent à nouveau. C'est comme ça qu'on peut déceler des anneaux. Uranus a des anneaux pratiquement complets. Uranus a en gros 50 000 km de diamètre. C'est une des planètes géantes, au même titre que Saturne et Jupiter, mais d'une taille légèrement inférieure. Planète gazeuse aussi. 27 satellites naturels. Parmi les plus importants, Titania Oberon, Ariel Imbriel, et pour finir Miranda, qui a été découvert très récemment. On l'appelle Titania, mais par rapport aux autres satellites, les 4 Galiléens plus Titan, et même d'autres d'ailleurs, c'est quand même relativement plus petit. Titania, un peu moins de 800 km. Des fissures, comme vous pouvez le constater. Des cratères, donc bombardement également de météorites, il y a certainement très longtemps. Imbriel, même topo. Toutes ces photos ont été prises non pas par des télescopes terrestres, mais par les sondes Voyager, qui sont passées dans les années 80 au voisinage de ces différents satellites. C'était absolument remarquable, question exploration. Comme il dit, on a découvert à peu près 10 fois plus avec ces deux appareils, Voyager 1 et 2, que pendant les 300 années d'observation terrestre qui ont été faites avant. Ça a considérablement aidé à la compréhension et à l'étude du système solaire. Même topo, vous voyez que c'est une planète qui présente un certain nombre d'anomalies, ou tout au moins un certain nombre de crevasses.
Ariel, qui a à peu près la même taille, mais qui a aussi la même structure. Dans ces régions froides, vous voyez qu'on est descendu maintenant à 80 degrés Kelvin, c'est-à-dire pratiquement à moins 200 degrés Celsius. Et bien dans ces régions froides, on a le même type de formation, sans doute avec pas mal, peut-être pas d'eau, mais de l'ammoniac et de l'azote. Oberon. Sphérique lui aussi, 762 km de diamètre. 75 degrés corps. Plus loin que les autres de la surface d'Uranus, 583 000 km. Miranda, dernier découvert. Lui, beaucoup plus proche de la surface d'Uranus, également plus petit, 470 km. Miranda a la particularité de présenter des jets d'ammoniac. Quand Voyager 1 ou 2, je me souviens non, c'est un qui est passé devant, il a pu photographier des jets d'ammoniac, comme Io avait des jets de soufre en fusion, et bien Miranda a des jets d'ammoniac, mais cette fois-ci liquide. Présente également d'énormes falaises de plusieurs kilomètres. En fin de compte, ce n'est pas tout à fait sphérique, c'est un peu ovoïde. Mais là, on est à la limite entre les deux. Dernière planète du système solaire, Neptune. Les anneaux ici qui sont présentés presque continus sont en fin de compte partiels, ce sont des arcs. C'était découvert par une équipe française d'ailleurs il y a quelques temps. Et nous pouvons remarquer que suivant la position des anneaux, il y avait des éclipses d'étoiles, mais pas tout le temps. Donc ce qui montrait que les anneaux n'étaient pas continus. 14 satellites naturels. Un tout petit peu plus petit qu'Uranus. Uranus fait 50 000 km, là c'est 40 800 km des poussières. Triton, Néréide, Larissa, Protée, vous pouvez, les trois derniers ont été découverts récemment. Il faut dire que Neptune est beaucoup plus loin que les autres planètes et par conséquent beaucoup plus difficile à observer. Je vous rappelle que Neptune a été découvert par le calcul, par Le Verrier, en 1846. Donc on ne risquait pas avant 1846 de découvrir les satellites. Mais vous remarquez qu'on n'a pas attendu longtemps quand même pour trouver Triton. Puisqu'en même temps qu'on découvrait Neptune, eh bien on a trouvé pratiquement un petit point qui tourne autour. Et quelques semaines après la découverte de Neptune, eh bien on en a conclu qu'il avait déjà au moins un satellite Triton. Il a fallu attendre pour trouver les autres beaucoup plus tard. Et des instruments beaucoup plus puissants. Triton est quand même un satellite assez imposant, 2700 km de diamètre. Vous avez peut-être remarqué quelque chose, la période de révolution. Moins. Ça signifie qu'il tourne dans le sens rétrograde. Ça signifie aussi que Triton n'est pas un satellite qui s'est formé avec Neptune, mais un satellite qui a été capturé. Ou, au minimum, qui a subi d'énormes avanies pour se mettre à tourner dans le mauvais sens. On ne sait pas laquelle de ces deux solutions est bonne, mais en fin de compte, il s'est passé quelque chose là-bas d'assez spécial. En plus, pour remettre un satellite qui fait 10 puissance 22 kg, si jamais sa trajectoire a été modifiée par un phénomène quelconque, il a fallu que ce phénomène soit de poids. Nous passons maintenant au plus petit satellite, Protée. 420 km, et cette fois-ci, ce n'est pas sphérique, ça ressemble plutôt à une patate assez déformée. Vous pouvez constater que la photo n'est pas très nette. C'est tout à fait normal. Voyager 1 ne pouvait pas passer systématiquement devant tous les satellites. Assez près de Neptune, et tournant assez vite, un jour 22, un jour un quart. Néréide, diamètre moyen 340 km, ça ressemble plutôt à un cigare, là il est franchement déformé, il est assez petit. Période de révolution 30 jours, 5 500 000 km. C'est quand même nettement espacé.
et Larissa, découvert beaucoup plus récemment, beaucoup plus près de Neptune, puisque ça fait en tout et pour tout 2 révolutions par jour. Mais toujours cette fois-ci dans le sens positif. Donc on peut penser que ces satellites ont été formés à partir de Neptune, des restes de la fabrication. Photographie très peu nette, ça on pouvait s'y attendre. La première des planètes naines, qui était encore il y a peu de temps autrefois la dernière planète du système solaire, Pluton. Là vous avez une photo, comme on dit, grandement améliorée. C'est-à-dire qu'elle était envoyée avec pas mal de filtres. Les photos que vous verrez tout à l'heure, qui sont des photos réelles, sont beaucoup moins nettes que ceci. Lorsqu'on a découvert Pluton, c'est un astronome américain qui s'appelait Tombaugh, qui l'a trouvé sur une plaque photographique, eh bien on pensait que Pluton était assez important, peut-être même plus grosse que la Terre, compte tenu de la luminosité de cette planète. Et puis au fur et à mesure qu'on a amélioré les moyens d'observation, on s'est aperçu que Pluton était beaucoup plus petit. Et relativement récemment, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, eh bien on s'est aperçu que Pluton était très petit, mais qu'il avait un très gros satellite situé tout près, Charon. Et c'est l'ensemble des deux que l'on voyait en fin de compte, et qui donnait l'impression de voir un gros satellite. Comme on a découvert quantité d'autres planètes au-delà de Pluton, qui quelquefois étaient même plus grosses que Pluton, et qu'on voulait limiter le nombre de planètes, eh bien en 2004, on a décrété que Pluton n'était plus une planète, mais une planète naine, au grand dam des Américains, qui n'ont toujours pas digéré d'ailleurs, et qui veulent absolument remettre Pluton comme planète. Vous avez ici 3 photos. Une photo en 2002. Pourquoi on choisit cette photo-là plutôt qu'une autre? Eh bien parce qu'elle permet quand même d'avoir très nettement les 2 points lumineux de Pluton et de Charon. Avant, c'était moins net que ceci. Et puis si on expose plus longuement avec un appareil toujours le même, Hubble, eh bien on s'aperçoit qu'autour de Pluton et Charon, il y a d'autres petits points. D'autres petits points qui se baladent. Vous voyez, entre le 15 mai et le 18 mai, ces petits points ne sont pas tout à fait au même endroit par rapport à Charon et Pluton. Il est normal que Charon et Pluton ne soient plus au même endroit, puisqu'ils tournent l'un autour de l'autre. Mais ces petits satellites sont des satellites supplémentaires. Alors eux, ce sont de véritables satellites de l'ensemble Charon-Pluton. Parce que si on regarde Charon et Pluton, on s'aperçoit que Charon ne tourne pas autour de Pluton, mais tourne autour d'un point qui s'appelle le centre de gravité du système, le barycentre en mathématiques, et que on n'a pas la correspondance nécessaire à un satellite. Un satellite doit tourner autour de la planète principale et doit être beaucoup plus gros. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Charon-Pluton, c'est un système double. C'est une planète naine double. Il y a 2 planètes finalement. C'est assez particulier. Vous avez sur l'autre dessin, qui est situé dans la partie gauche, les autres satellites. Vous voyez qu'il y en a en fin de compte 4 autres, dont un tout petit qui s'appelle Styx. Les autres sont un peu plus gros. On les a vus tout à l'heure, les 3 satellites, mais pas Styx, qui est beaucoup trop petit. Charon et Pluton sont très proches l'un de l'autre. Alors voilà une photo réelle de Pluton. On en aura certainement de beaucoup plus intéressantes lorsque le satellite, qui s'appelle New Horizon, arrivera sur les lieux, je ne sais pas exactement à quelle date, mais dans quelques temps, dans quelques mois, et pourra prendre des photos plus nettes. Mais verra-t-on grand chose? Je n'en sais rien, parce que Pluton est petit, 2300 km de diamètre, plus petit que la Lune, autrement dit. C'est pas énorme. Sa période de révolution, c'est 6,38 jours.
c'est-à-dire la période d'évolution autour du centre de gravité. Vous savez, la petite croix rouge qu'on a vue tout à l'heure, qui n'est pas un centre de gravité. Et sa distance, c'est 17 000 km. Hein. C'est tout à fait normal, c'est assez près. La seconde particularité, c'est Charon. Vous pouvez voir qu'entre Pluton et Charon, la différence est relativement faible. Il y en a un c'est 13 et l'autre c'est 1,52. 10 puissance 21 kg. Voilà. C'est-à-dire en fin de compte, Charon n'est que 9 fois plus petit en masse que Pluton. C'est pour ça qu'ils ne tournent pas l'un autour de l'autre, mais autour d'un centre de gravité commun. Même période de révolution, ils sont synchronisés tous les deux. Donc la distance est normale que ce soit la même puisque c'est mesuré de l'un à l'autre. Voilà une photo de Charon, la plus précise que j'ai pu trouver. Je me suis arrangé pour que les tailles correspondent à la même échelle. Donc on peut comparer ces tailles de façon efficace. Et que la différence est relativement faible. L'un est plus que la moitié de l'autre. D'où justement cette planète bleue. Et puis au-delà de Pluton, eh bien, nous avons les planètes, les nouvelles planètes, qui sont toujours dans le système solaire, mais qui sont très éloignées. Eris, qui a été observé en 2003, mais il a fallu un certain temps pour l'identifier. Photo réelle que vous avez à côté. Et puis lorsqu'on regarde Eris, on s'aperçoit qu'il y a un petit point. Ben, c'est un satellite. On a pu mesurer, grâce à ce type de photo, qui comporte deux objets, on a pu mesurer leur diamètre, mais surtout leur masse. Ici, le satellite est suffisamment petit pour être considéré comme un satellite, et non pas comme une planète du monde. Ce qui n'empêche pas Eris d'être une planète naine. Autre planète, un peu plus lointaine, qui a été découverte un peu plus tard, c'est Oméa, planète transneptunienne, au-delà de Neptune. Pluton est une planète naine transneptunienne, et qui a deux satellites, vous les voyez de chaque côté. C'est à la limite de résolution, vous voyez les petits pixels, hein, il ne faudrait pas que ce soit beaucoup plus petit. Le satellite comporte vraiment un seul pixel. Le deuxième satellite, là, qu'ils appellent Namaka, est vraiment très petit. 39 300 km, c'est relativement près. 170 km de diamètre à peu près. Sedna, qui a été une des premières découvertes, on a longtemps cru qu'il y avait un satellite autour. Or, les images qui ont été obtenues, eh bien, vous avez l'image réelle de Hubble qui est à droite, là dans le carré assez long. Eh bien, il n'y a pas de satellite autour. On s'attendait à voir cette image que vous avez à gauche, on a eu l'image qui est à droite. Et on a cru que Sedna avait un satellite compte tenu de la forme de l'image que vous avez en bas, qui est un peu allongée. Bon. Comme on dit, ça a été un loupé, quelquefois, bien, on s'y attend pas. Dans l'encart que vous avez ici du 14 novembre 2003, c'est-à-dire la date de la découverte, eh bien, en 1h30 de temps à peu près, vous avez le déplacement de Sedna. Regardez la taille des étoiles à côté, qui sont beaucoup plus lumineuses, et c'est tout à fait normal que ceci. C'est ces étoiles qui permettent de repérer la variation de la trajectoire de Sedna, et par conséquent de repérer que c'est une planète, et non pas une étoile. En fin de compte, il y a des satellites à peu près partout. On en a même découvert autour des astéroïdes. Là, vous avez un astéroïde particulier, qui s'appelle Sylvia. Eh bien, cet astéroïde, quand on l'a observé, qui est entre Mars et Jupiter, quand on l'a observé en août 2004, on s'est aperçu que Sylvia avait deux petites lunes.
Alors attention, ça c'est plusieurs photos, hein, c'est pas une seule photo. Hein. Il n'y a pas toute une couronne autour de Sylvia. Il n'y a qu'un seul satellite, un qui tourne assez près ici. Donc vous avez ici un certain nombre de photographies. Et l'autre qui tourne un peu plus loin que vous avez là. Là vous avez l'astéroïde classique, grossi 2 fois, et la position de ces 2 satellites. C'est un astéroïde assez gros, hein, 380 km dans sa distance, enfin dans sa dimension la plus importante. C'est pas un des très nombreux astéroïdes qui ne dépasse pas la dizaine ou la quinzaine de kilomètres. Les 2 satellites qui mesurent 7 et 18 km de diamètre, eh bien on les appelait Romulus et Remus. Il y en a un qui est situé, comme vous pouvez le voir, à 710 km et l'autre à 1360 km. C'est quand même assez important. Voilà ce que je vais vous dire à propos de ces satellites. On aurait pu rester beaucoup plus de temps là-dessus. Voilà, il faut regarder toutes les caractéristiques, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il y a beaucoup de satellites, énormément. Il y en a beaucoup qui sont assez petits. Certains ont été capturés, d'autres ont été formés en même temps que la planète. Il y a toute une théorie sur Pluton en particulier. Compte tenu du fait que Pluton est, comme vous le savez, très nettement en dehors du plan de l'écliptique, on a pensé que Pluton était certainement un satellite de Neptune, qui a été arraché pour une raison ou pour une autre, et expédié sur cette trajectoire. Il y en a même qui ont fait la théorie suivante, que Pluton, en étant arraché, a changé la trajectoire du satellite que vous avez ici, qui s'appelle Triton, et l'a fait changer de sens, devenir rétrograde. Par les fameuses lois d'action et de réaction, il y en a un qui s'en va et l'autre qui recule en quelque sorte. Voilà, mais ça, par le calcul, ça marche bien, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? On n'en sait absolument. Mais les suppositions peuvent toujours être faites. Voilà, si vous avez quelques questions. Est-ce que la Lune est le seul satellite qui présente toujours la même face? Ah non, pas du tout. Là, le fait de présenter la même face, c'est simplement une stabilisation. C'est l'effet de marée qui stabilise ceci. La plupart des satellites présentent toujours la même face. Bon, il y a peut-être certains satellites très espacés, très lointains de leur planète, mais encore, bon, c'est assez difficile à voir, par exemple, avec certains satellites de Neptune ou d'Uranus qui sont très éloignés. Mais en gros, compte tenu de l'âge de ces satellites, ils doivent tous présenter la même face. Mercure représente pratiquement toujours la même face au Soleil. Hein. Et les planètes extrasolaires qu'on a découvertes récemment, c'est le cas. Lorsqu'ils sont suffisamment près de leur étoile, il y a une stabilisation. Oui. Oui, nous sommes arrivés un petit peu en retard, donc ça va peut-être faire un petit peu doublon par rapport à ce que vous avez dit, mais j'ai cru comprendre que Pluton avait été, entre guillemets, rétrogradé du rang de planète oui, tout à fait. à celui de planète. Alors pas de planète, d'astéroïdes, enfin, non. si je me buse, non, les astéroïdes, issus de la ceinture de Kuiper, c'est un peu plus loin. C'est une autre catégorie. Il y a seulement une vingtaine d'années, on avait dans le système solaire comme gros objets, hein, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses, comètes, etc. Mais on avait les astéroïdes, comme Cérès par exemple, qui fait presque 1000 km de diamètre, Vesta qui fait 450 km, et puis les planètes, et Pluton était la 9e planète. Seulement à partir de, même un peu avant 2000, on a découvert d'autres planètes, en dehors de la trajectoire de Neptune, certaines que je viens de citer là, il y a quelques minutes, hein, Sedna, etc. Et par conséquent, on s'est demandé si on allait intégrer ces objets au stade de planète, ou s'il fallait inventer une autre catégorie. Et c'est ce qui a été fait en 2004, une session d'astronomie qui se passe tous les 5-6 ans, en l'occurrence elle s'est passée à Prague, a décidé que les planètes
qui n'avaient pas fait le ménage autour d'elles, c'est-à-dire qui avaient laissé des objets d'une taille suffisante, allaient devenir planètes naines. C'est pour ça que Cérès est passé d'astéroïde à planète naine, Vesta aussi, et que Pluton est passé, lui, de planète normale à planète naine. D'accord. Voilà. Il y a 3 catégories. Il y a les planètes, il y en a 8, il n'y en aura pas une de plus. Les planètes naines qui vont pouvoir enfler au fur et à mesure des découvertes éventuelles au-delà des Sedna, etc., qui ont été découvertes. Et puis les astéroïdes, alors là, c'est un nombre infini. Voilà. Et cette fameuse ceinture de Kuiper, ça allait au-delà de Elle est Pluton, bien Elle est plus au-delà. loin. Mais ça, c'est surtout les comètes qui sont là. C'est les comètes qui, Oui. qui naviguent là-dedans. Ouais. Et là, il y en a plusieurs millions, plusieurs milliards, on ne sait pas juste. Ouais. Mais c'est relativement petit. Une comète, ça fait une dizaine de kilomètres au grand maximum de diamètre. Voilà, ça fait partie des catégories des objets célestes qui nous entourent directement. Hein, la prochaine conférence, comme vous le savez peut-être, on m'a demandé de faire ça avec les quasars et les pulsars, qui sont d'une autre catégorie. Et impressionnant, c'est d'arriver à observer des objets dans la taille aussi petits. Ah oui. 7 km. Enfin, beaucoup des satellites au-delà, on arrive à photographier avec Hubble et puis également, surtout, maintenant, les gros télescopes qui sont fabriqués, qui sont créés sur Terre, on arrive à photographier des satellites sans trop de problèmes jusqu'à Saturne. On arrive à faire des découvertes encore. Mais au-delà, ce sont des découvertes qui ont été faites par les sondes Voyager, qui étaient remarquables, ces deux sondes. Quant aux planètes transneptuniennes, elles ont toutes été découvertes par des observations terrestres. Terrestres ou globales. Donc il faut tomber dessus, si on peut dire, parce que comme c'est un petit point très éloigné, si on photographie un peu n'importe quoi, surtout que là, on s'éloigne de l'écliptique de plus en plus. Il y a des planètes qui sont extrêmement, des trajectoires extrêmement tordues. Très inclinées et très écliptiques. Et quand on les cherche, là, ces planètes qui ont été découvertes, on cherche au hasard ou on a déjà des indices? Ben, on cherche surtout au hasard maintenant, hein, parce que les interactions sont très faibles. Là maintenant, ça ne marche plus. Le hasard, Ben, disons qu'on sait en gros qu'on ne va pas en avoir au pôle Nord. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est énorme, hein, comme distance. C'est énorme. C'est énorme, d'autant plus qu'il faut avoir un grossissement important. Donc, ces découvertes sont très très délicates. Donc, on est quand même favorisé par tous les moyens modernes. Comme faisait ton groupe là avec son clic-clac, hein, les deux plaques photographiques, une était masquée, ça permettait de faire clignoter les objets qui n'existaient que sur une. C'est un système très ingénieux, mais il fallait vraiment avoir beaucoup de patience pour passer tout ceci. C'est un peu ce que font certains avec la découverte des novas. C'est le même système que vous employez. À cette différence près que vous regardez, vous ne pouvez pas faire clignoter. Ah si. Si Vous en masquez une et puis... Les deux se superposent en fait. Les deux superposent, d'accord, c'est ça. Ouais. Ah, oui. Par spiroscopie. Bon, Vous pouvez nous rappeler l'unité astronomique par rapport à un parsec, c'est la même chose ou... non, l'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. 150 millions. Le parsec, c'est la distance. L'unité d'angle. Alors, ça